Voilà, mesdames et messieurs, vous m'entendez? Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. On ne sait plus trop si c'est le jour et la nuit. On est passé ce matin, j'ai dû tourner le programme du festival parce que c'est sur une double feuille A4 comme ça. Et puis je me suis rendu compte qu'on avait passé la moitié du festival. Les chiffres vont pas mal. Il fait beau, mais les gens viennent quand même au cinéma et je vous remercie d'être là cet après-midi pour discuter pour cette conversation, une vraie conversation, parce que c'est quelqu'un avec qui on converse beaucoup par les mots, par les chansons, mais aussi, vous verrez, par les yeux. Il y a quelques mots comme ça qui sont, je pense, importants dans sa vie. Les yeux, le silence. Et je me suis réjoui vraiment, et je suis très heureux de pouvoir vous faire ce cadeau, de partager un petit moment avec cette personnalité tellement incroyable, construite, différente et vraie. Et je pense que la sincérité, en tout cas dans sa culture, est une des valeurs les plus fondamentales. Je vous demande d'accueillir John Tears. Merci. Bonjour. Ça va. Et pour animer la conversation, Magali Goma, rédactrice en chef adjointe de La Liberté, qui nous fait l'honneur de venir présider cette rencontre. Voilà, je vous cède les micros, la place. Merci, et le Thierry. public Merci. assoiffé d'en Bonsoir. savoir plus. Bonne séance, bonne conversation. Amusez-vous bien. Merci. Bonsoir tout le monde et auch willkommen. Es gibt eine Übersetzung, ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Mais on va parler en français avec Exactement. John. Oui, on va essayer. Est-ce que oui, il faudrait que je vous présente quand même. Oui, bien sûr, avec plaisir. Brièvement, mais peut-être que tout le monde ici connaît déjà un peu votre parcours. Moi, je vous ai découvert à The Voice, mais avant, vous aviez fait la Gustave Academy, donc déjà eu l'occasion de monter sur scène, et aussi avec votre propre groupe. Et ensuite, apothéose, c'était l'Eurovision, où vous avez terminé à la 3e place. Et voilà, vous continuez votre parcours. On parlera peut-être un peu de musique aussi, mais tout à la fin et vos projets. Je vais m'entretenir avec John Muharremaj. Muharremaj, oui. Muharremaj, Très bien. le vrai nom. Vous aurez aussi l'occasion à la fin de notre entretien de vous saisir du micro et aussi de vous mêler à la conversation et de poser vos propres questions. Très bien, John. Voilà, vous avez été l'invité du FIF pour présenter une sélection de films de l'Albanie ainsi que du Kosovo. Vous avez choisi 5 longs métrages qui sont à voir toute la semaine, aussi une sélection de courts métrages. Et puis, vous faites partie de la catégorie dite diaspora. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous, ce mot diaspora? Eh ben, diaspora, pour moi, ça veut dire communauté. En tout cas, c'est le synonyme pour moi dans ce que je me fais voilà, dans mon imaginaire. et c'est cette communauté en fait albanaise et du Kosovo que j'ai voulu du coup présenter aussi, et que j'ai moi-même aussi cinématographiquement découverte, parce que finalement c'est un monde cinématographique que je ne connaissais pas. Donc, pour moi, ça a été intéressant de faire cette sélection. Aussi parce que je me suis mis en tout cas, vraiment très sérieusement la tâche de faire découvrir cette culture de la meilleure manière qui soit, ici, dans ce festival. On parlera de votre choix tout à l'heure. J'aimerais comprendre un petit peu le parcours de votre famille, les circonstances de l'arrivée de votre père et de votre mère en Suisse. Votre père originaire du Kosovo. Exactement. Et votre maman d'Albanie. Racontez-nous un petit peu leur parcours. Alors, donc mes parents se sont rencontrés il y a fort longtemps. Non, je vais les vieillir, non. Donc en fait, oui, donc mon père, il est venu dans les années 80 en Suisse. Il m'avait dit, il est venu avec 500 francs. Il a dit, bon, j'ai tout abandonné au Kosovo parce que du coup, j'avais envie, j'espérais un avenir meilleur. Et puis en 82, il est venu en Suisse. Et puis il a commencé à travailler en tant que paysan dans un chalet. Et puis, vers Châteaudet,
Sanon. Exact, à côté de Sanon, pas très loin de Sanon. Et puis, du coup, ben, il a commencé comme ça. Et puis, après, il a rencontré bien plus tard ma mère dans les années 90. Et puis, du coup, ma mère qui vient de la capitale d'Albanie, donc Tirana. Et il a fait un peu tout, donc dans le sens où il a carrément, une fois, il m'a fait rire aussi, parce que du coup, forcément, quand tu n'as pas les papiers, dans le sens les diplômes pour pouvoir faire un métier, on va dire, qu'il aurait pu faire au Kosovo, ben, il faut se débrouiller autrement. Et il est arrivé chez un boulanger, la boulangerie Orlibeck, et puis il a dit je suis boulanger, je sais faire le pain. Il ne sait absolument pas du tout faire le pain. Et puis il a appris le pain très rapidement pour pouvoir montrer qu'il savait le faire. Et en fait, j'ai toujours découvert cette débrouillardise chez mes parents assez tôt. Et puis aussi cette volonté et cette envie d'aller plus loin dans sa vie, de pouvoir ouais, d'essayer de défier en tout cas les étapes qui sont plus ou moins compliquées dans la vie. Et puis après, ben, je suis né. Enfin, d'abord mon frère est né, et puis mon frère est né. Non. Et puis après, ben, voilà, je suis né un peu plus tard. Et puis du coup, ben, j'ai grandi à Bro, dans le village du chocolat. Et puis voilà, j'ai commencé la musique très tôt en fait. Donc j'ai commencé la musique quand j'avais plus ou moins 7 ans, vraiment parce que j'avais été donc à Bulle, il y avait un coup de pouce qui vendait des vinyles et des CD, et puis le premier CD que mon père m'avait acheté, c'était Bach, parce que je lui ai dit ah, mais c'est super, ils ont des perruques, je veux savoir c'est quoi ce genre de musique, je comprends rien. Et puis du coup j'avais écouté ça et ça m'avait complètement en fait ça m'a tellement fait peur, dans le sens, c'est quand même un style de musique qui est particulier, hein, la musique baroque. Ça m'avait en fait, ça m'a tellement fait peur que j'ai été fasciné par l'intensité des émotions que j'avais ressenties en écoutant ça. Je me disais, c'est dingue que quelque chose d'auditif peut provoquer autant de sensations. Et puis du coup, j'ai voulu continuer et j'ai commencé du coup après à faire du piano. J'ai essayé pas mal de choses en fait. J'ai fait du karaté, c'était un vrai échec, ça on peut en parler. Mais on va pas le faire. On va pas le faire. Je pense que franchement, ça vaut pas la peine. Et puis, sinon, ben, j'ai essayé le football. J'étais assez bon, paraît-il. Je ne me rappelle pas, j'ai une mémoire catastrophique. Donc voilà, le football. Et puis, j'ai fait du patinage artistique aussi. Et puis, mais bon, voilà. Mais c'est quand j'ai commencé le piano vraiment que je me suis dit non, là, il y a quelque chose à exploiter. Voilà, c'est la musique. Mais c'est pas la musique baroque. Non, alors, en fait, j'étais aussi fasciné par la manière dont les gens voyaient ces gens-là. C'est-à-dire que quand on parle de Mozart ou de Bach, on parle de gens qui sont morts il y a des centaines d'années, et pourtant on continue à les écouter, on continue à aller voir les gens qui perpétuent cette tradition de les faire, voilà, enfin, encore les jouer, les chanter, enfin, bref. Et du coup, c'est ça qui m'a fasciné aussi, c'est non seulement l'effet que le son et cette musique-là avait sur moi, mais c'est aussi cette idolation qu'on avait de ces artistes-là qui m'a passionné aussi. Je me suis dit, j'espère un jour aussi peut-être, je ne sais pas si c'est mon ego ou j'en sais rien, mais je me suis dit peut-être un jour j'aimerais aussi qu'on parle de moi comme ça. J'ai aussi envie de vivre dans les yeux des gens, surtout quand je serai plus là. Et voilà, et du coup ben, j'ai commencé le piano, et puis l'année suivante mon grand-père est venu en vacances et j'avais un piano électrique, et puis ben voilà, il me demande de lui jouer un truc, puis en fait il y a un petit bouton start stop, enfin bref voilà, j'appuie sans faire exprès, et puis il y a la chanson Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley dans une version bien dégueulasse, avec une flûte de Pan, voilà, enregistrée. Et il me dit mais c'est ma chanson préférée, je la connais cette chanson, et puis il me dit est-ce que tu pourrais la chanter pour moi. Et moi à ce moment-là j'avais encore jamais essayé de chanter en fait. C'est vrai que comme j'étais déjà fasciné par le piano, j'étais un peu focalisé sur le piano, mais et puis je pense cette même admiration que tous les enfants ont pour la valse d'Amélie Poulain, donc je pense que mes parents n'en pouvaient plus. Donc ils ont été très heureux d'entendre que j'ai changé de registre et c'était plus Amélie Poulain pendant une année. Donc oui, I Can't Help Falling in Love, et puis mon grand-père me demande de la chanter, de l'apprendre avant qu'il rentre chez lui de vacances. Et puis du coup, j'apprends la chanson, et puis je me mets à la chanter, et là il se met à pleurer. Et en fait, je pense que d'une manière indirecte, j'ai ressenti ce qu'il a ressenti quand moi j'ai écouté Bach, dans le sens où, bon, je me compare pas à Bach, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai ressenti cette intensité, en tout cas, que juste le pouvoir du son pouvait avoir, et je me suis dit, il faut en faire quelque chose, il faut l'utiliser.
Et puis après, évidemment, en tant que grand-père, voir pleurer son grand-père, enfin, pour moi, c'est très fort parce que c'est vrai que c'est quelqu'un quand même d'assez pudique. Et puis surtout, bah, forcément, ils ont vécu plein de choses. Donc pour moi, ça m'a beaucoup touché à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, je suis un super-héros, j'ai réussi à faire pleurer mon grand-père. À ce moment-là, voilà, je devais avoir 8 ans, quoi. J'ai commencé le piano entre 6 et 7 ans. Et puis là, je parle de quand j'avais 8-9 ans. Et puis du coup, suite à ça, mon grand-père, il me dit, je veux absolument que les gens t'écoutent, il faut que les gens t'écoutent. Et du coup, bah, je me dis, bon, bah alors... ok, il a certainement pété les plombs. Je dis bon, on verra. Enfin, de quoi il parle? Et en fait, l'année suivante, il vient et il me dit bon, j'ai réussi à te trouver une émission. En fait, de bouche à oreille, en envoyant des mails, des machins, il a réussi à trouver le contact d'une productrice en Albanie, et puis qui était ok de m'inviter dans leur émission, qui était une espèce de petite Star Academy pour les enfants. Et puis, j'ai vécu cette expérience et j'ai été très impressionné et à la fois, j'ai eu très peur. Parce qu'en fait, cette expérience, elle a été très particulière par le fait que j'étais face à une quinzaine d'enfants. Donc moi, j'étais juste un invité ce soir-là, c'est tout. Première fois que je chante à la télé, enfin que je chante en public déjà, vraiment. Donc super début, hein. Alors là, bravo. On commence pas là, on commence direct à la télé. Bon, allez, on fait péter. Et puis du coup, c'est vrai que c'est une expérience qui m'a un peu marqué dans le sens où j'ai été particulièrement frappé par le robotisme des enfants qui parlaient, donc je parle d'enfants qui avaient entre 10 à 15 ans, qui parlaient 5 langues, dont l'italien parce que la productrice était italienne, au lieu qu'elle apprenne l'albanais puis qu'elle parle avec eux en albanais, mais bon, voilà, c'est un long débat. Et puis oui, donc oui, une productrice, donc voilà, eux ils parlaient 5 langues. Et puis, ils chantaient, ils faisaient des répétitions tous les jours. Donc, quand je dis Star Academy, je parle vraiment du concept. Donc, ça veut dire qu'ils étaient ensemble dans un espèce d'internat où ils pouvaient voir que 2 heures par semaine leurs parents, le dimanche. Bref, quand je parlais avec eux, en fait, j'avais vraiment l'impression de parler avec des gens qui étaient déprimés, mais sans s'en rendre compte, parce qu'il y avait cette innocence et cette envie de devenir une étoile, de devenir quelque chose qui brille à la télévision. Et puis, c'est vrai que à ce moment-là, je me dis, mais c'est absolument tout ce que je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas être un robot. J'ai envie de faire de la musique, mais pour faire pleurer les gens, et puis parce que c'est fun. C'était vraiment fun à ce moment-là. Il faut savoir aussi que, du coup, moi, quand je fais cette émission-là, déjà, la productrice, elle me fait chanter pendant 3 heures. Donc, après, quand je chante la chanson à la télé, j'avais plus de voix. C'était en enregistré, donc on a dû la faire 2 fois, parce que je me suis arrêté au milieu de la chanson. Il n'y a plus rien qui sortait. Puis, du coup, je fais cette émission. Et puis, évidemment, ça a un autre impact qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment pu m'amuser. Il n'y avait pas de replay non plus. Donc, ça veut dire qu'on voyait la performance. Puis que si quelqu'un avait filmé, elle était sur YouTube. Mais voilà. il y avait aussi une sorte de communion à ce moment-là devant la télé, des gens qui regardaient, qui suivaient cette émission. J'imagine que c'était une émission très populaire. En fait. Oui, c'était une émission assez populaire, mais c'est vrai que comme il y avait plusieurs enfants, disons que on attendait surtout, on va dire, on attendait de ces enfants-là en fait des prestations, enfin plein de choses dans le sens, on attendait qu'ils soient au top chaque semaine, parce qu'ils devaient chanter chaque semaine. C'est une émission qui durait sur plusieurs mois. Moi, j'étais juste l'invité, donc tout le monde s'en foutait en soi. Et vous étiez en Albanie pendant cette période-là? Vous êtes Non, alors mon grand-père m'a pris avec lui en Albanie, mais j'ai pas vécu là-bas pendant plusieurs années, quoi. C'était pour ce genre de choses. Donc je ratais des jours d'école. D'accord. Et puis, en me voyant dans cette émission, j'ai Incroyable Talent en Albanie qui décide de m'appeler et qui me disent on aimerait que tu viennes faire notre émission. Et puis, je me dis, j'étais vraiment un peu réticent vu l'expérience musicale première voilà, que j'ai eue. Puis je me dis, on va essayer. Et essayons, voilà. Et je me lance là-dedans et ça avait absolument rien à voir. C'était vraiment une émission que j'ai adoré faire. C'est à ce moment-là aussi que je pense que j'ai vraiment fait de belles rencontres. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que la musique, ça se partage. C'était vraiment plus conçu comme aussi un concert plutôt qu'une émission de télé, ce qui est complètement différent aussi, ça je peux en parler. Et puis oui, donc j'avais l'impression d'être en face j'étais en face d'un jury et j'avais l'impression de faire un concert et je devais chanter une chanson, voilà. Et la condition, c'est que comme je parlais pas albanais ou je parlais très peu albanais, je voulais chanter en français. Donc j'arrive, je chante Belle de Notre-Dame de Paris, après je chante Je t'aime de Lara Fabian, et c'est cette prestation-là qui a vraiment marqué les gens. Et j'ai fini 3e de cette émission. Et là, ça a été un chamboulement total en fait, dans le sens où là c'était l'émission la plus regardée, on était, je sais plus, même entre
12 à 15 millions de téléspectateurs. Donc, dès le moment où je suis sorti en pleine capitale, c'était plus possible. Oui. C'était tous les 20 mètres, on m'arrêtait pour faire des photos. Mais je trouvais ça super fun. Voilà, Et là, vous aviez quel âge à à ce moment-là, j'ai entre 11 et 12 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment, vos parents ont essayé de vous ramener un peu sur le droit chemin, vous dire, mon fils, mon garçon, tu feras tes études et tu passeras à la musique après ou Je pense que c'est la culture albanaise et du Kosovo qui m'a vraiment fait comprendre et qui m'a fait prendre conscience de toutes ces choses-là, dans le sens où moi, ma mère, elle m'a toujours dit, ça fait bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression que ça va sonner vraiment méchant et tout ça, mais ma mère, elle m'a toujours dit, oublie pas, le temps qu'on passe avec toi, c'est le temps qu'on passe pas avec ton frère. Donc, sens-toi un peu redevable. Mais pas, c'est-à-dire, je ne leur dois rien, c'est Oui. pas ça qu'elle voulait dire, mais c'était plus, n'oublie pas d'où tu viens et qu'on est là, en fait. Oui. C'est ça. Et je pense que c'est aussi cette espèce de... Ces mots qui parfois sonnent très durs, évidemment, ici, parce qu'on a une autre culture, qui sonnent très durs, mais qui m'ont fait très vite comprendre que, en fait, il fallait simplement rester le plus possible terre à terre. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression, un peu empêché aussi de profiter de ce petit nuage, mais à la fois, tant mieux, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours essayé, en tout cas, de, de vivre ces expériences comme des jeux, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Moi, j'ai toujours eu cette sensation-là, hein, parce qu'il n'y avait pas cet engouement médiatique des réseaux sociaux. Là, enfin, je veux dire, avant, je pouvais faire une prestation mauvaise, c'était pas grave, parce qu'on ne le voyait plus. Aujourd'hui, je vois des enfants de The Voice Kids qui vont témoigner dans des émissions pour dire qu'ils sont victimes d'harcèlement parce qu'on se moque d'eux. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose que j'ai vécu. Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est drôle, mais... c'est plutôt tellement ça s'est bien passé que je passais dans les journaux de la région qu'à l'école on me parlait pas parce que les gens avaient peur de me parler. Ils me disaient mais tel garçon du journal, on n'ose pas trop te parler. Donc enfin. Est-ce que cette expérience, ça vous a aussi permis de consolider les liens avec vos pays d'origine ou ces liens existaient déjà avant? Ben, en fait, chaque année, je suis allé en vacances, j'allais en vacances voir ma famille, mais d'une manière complètement innocente, parce que justement, moi, j'étais pas du tout au courant par exemple, de la guerre du Kosovo, dans la fin des années 90, de tout ce contexte quand même. Je me rappelle quand je vois la maison, je dis c'est bizarre, pourquoi il y a des trous dessus? Et puis, c'est bien plus tard, mais alors vraiment bien plus tard, quand j'avais peut-être 15-16 ans, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des impacts de balles, quoi. Et puis qu'en fait, cette maison-là, d'ailleurs, que mon père n'a absolument pas voulu rénover, qu'on a juste détruite, on a construit une autre maison à côté, parce que justement, l'idée, c'était pas du tout de continuer à vivre dans cette maison qui avait plein d'histoire. Et puis, c'est à ce moment-là aussi, je pense que j'ai vraiment voulu m'intéresser à la culture, où je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas juste connaître approximativement ma langue, ma culture quand même, la culture de mes parents surtout, et que j'ai appris l'alphabet, j'ai révisé tous les jours tout seul. Je me suis dit, là, il faut vraiment que j'apprenne tout ça, parce que ça m'intéressait. Et surtout par ces coutumes qui sont exceptionnelles, il y a quand même des choses. Je pense notamment par exemple souvent on entend souvent des mariages et on dit des fois il y a des phénomènes, voilà, paranormaux, des choses comme ça, enfin bref, et on entend souvent des espèces de tambours la nuit. Et je disais mais c'est quoi, est-ce que c'est un mariage ou pas? Parce que des fois on dit que c'est pas des mariages. Et en fait, on dit que c'est le bruit des gens qui sont morts, qui sont là pour nous rappeler, en fait, qu'ils sont vivants, finalement. Et puis, il y a plein de coutumes comme ça et d'histoires qu'on entend. Quelle est la coutume que vous préférez? J'en parlais à Radio FR ce matin. Je pense que j'ai vu tellement de choses incroyables dans ma vie. Enfin, je veux dire, évidemment, on a tous vécu ça. Que j'ai la sensation d'avoir 200 ans, c'est bizarre, mais dans le sens où... j'ai l'impression que ça a été tellement concentré, étant donné que j'ai très vite vécu beaucoup de choses avec les émissions, avec tout ça, avec la musique. J'ai eu l'impression en tout cas d'avoir vécu tout ça très vite, très compacté, que du coup c'est beaucoup plus difficile de vivre maintenant, en comprenant qu'en fait il faut attendre dans la vie. Et justement, je disais justement à la radio que je pense que la coutume qui m'a le plus touché, où j'ai l'impression que je pourrais très bien m'en aller de cette vie aujourd'hui, que je serais heureux d'avoir juste vu cette séquence de ma cousine qui s'est mariée, et il y avait une coutume, enfin en général quand il y a un mariage, les femmes restent d'un côté, les hommes de l'autre côté, ils festoient chacun de leur côté, mais il y a un moment donné où quand la mariée, c'est la mariée, donc voilà, elle
doit dire au revoir à sa mère. Et il y a cette espèce de cérémonie où il y a du coup cette mariée qui se met au milieu. Toutes les femmes se mettent en cercle autour, toutes donc assises sur leurs genoux, je sais pas comment on dit, tailleur, agenouillées, enfin assises quand même, enfin bref, les genoux pliés, voilà. Et puis et la fille et sa mère en face. Et il n'y a plus un bruit, c'est le silence complet. Et la fille doit pleurer sa mère. Donc c'est tellement bizarre quand on entend ça et quand on voit ça la première fois. Enfin, je veux dire, quand on voit ça. Et je pense que ça a été tellement émouvant de voir juste... parce que, en fait, ce que je n'ai pas expliqué, c'est quand une mariée se marie, en général, elle va vivre chez son mari. Ça, c'est l'idée. Puis il se trouve que des fois, quand les gens se rencontrent, et puis que la femme mariée habite dans le sud, et puis que l'homme marié habite tout en haut dans le nord, on dit que voilà, ils ont au moins l'occasion de se voir avec leurs parents, tout ça. Bref, qu'on quitte la famille d'une certaine manière, que la femme quitte sa famille. Et du coup, il y a ce moment où je vois ma cousine qui commence à pleurer, mais évidemment que ça marche pas du tout, donc elle gémit et puis elle rigole, parce qu'elle essaye, enfin voilà, elle essaye de pleurer, et évidemment, première fois, et elle rigole, personne ne rigole. Il y a un silence, mais tellement fort, parce que tout le monde est tellement conscient de cette situation, et est conscient qu'elle va s'en aller, que du coup, il y a un silence incroyable, et puis elle recommence une deuxième fois, puis elle rigole un peu moins, elle recommence une troisième fois, et puis après, elle commence à vraiment pleurer, et elle s'arrête plus de pleurer, puis après, il y a sa mère qui commence à pleurer, et puis il y a ce cercle où tout d'un coup, c'est cette communauté et cette solidarité, et je trouve que ce moment-là et cet instant-là, il explique énormément de choses dans la culture, mais surtout dans les valeurs du Kosovo et de l'Albanie. Il y a le fait que les gens croient, enfin la valeur la plus importante pour les Albanais, c'est la sincérité. Mais pas la sincérité des mots, la sincérité dans le silence. Dans le sens où on sait très bien qu'on peut être un beau parleur et que c'est super. Du coup, on croit plus vraiment aux mots. On croit à ces silences-là. Et c'est pour ça qu'aussi, je trouve que c'est... À chaque fois que je vais là-bas, c'est aussi difficile parce que tu vois les gens et tu vois leur souffrance dans leurs yeux. Mais jamais il y a les mots qui suivront. C'est jamais ils vont partager leur tristesse. Ils ont cette distance avec les émotions et cette pudeur qui est très particulière, qui peut paraître très froide, hein, vraiment, qui est très froide même quand on n'est pas né et baigné là-dedans. Et puis à la fois, c'est une des plus belles choses parce que c'est très unique quand même, c'est très singulier comme manière de fonctionner, parce qu'on vit dans une société aussi où on est de plus en plus dans l'hyper, enfin c'est pas dans un sens négatif, hein, mais dans l'hyper-discussion, dans l'expression de ses sentiments, de ses ressentis, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, ce qui est l'opposé complet au Kosovo, où quand ma grand-mère, elle me dit j'ai perdu 3 enfants, c'est dommage, il y en a une qui était vraiment mignonne, elle a tenu quand même jusqu'à 6 ans, et puis elle est morte, j'avais rien à lui donner à manger, et puis quand elle te dit ça, tu te dis, bon, déjà, tu as l'impression que qu'on vit encore au Moyen-Âge, donc il y a un décalage complet, parce que moi j'ai grandi en Suisse, donc je me dis, bon, la chance que j'ai. Puis à la fois, je me dis, c'est incroyable de dire ces choses-là comme ça, sans, en montrant toutes ces émotions dans ses yeux, mais sans pleurer, sans être dans le chagrin, parce qu'il y a ces valeurs-là d'Albanie et du Kosovo qui sont d'aller de l'avant, aller vers le futur et surtout dans la volonté de construire. Et je fais le lien avec mon père, quand il est venu en Suisse, il n'avait rien en gros, mais il avait vraiment envie d'aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et je pense que c'est de là qu'est née aussi ma passion de vivre, parce que je pense que surtout avec le conflit de la guerre de la fin des années 90, moi, mon père, donc, il est venu en Suisse dans les années 80, comme je disais, mais il a été rappelé pour faire le service là-bas. Et puis, il est parti juste avant la guerre. Et puis, c'est vrai que il s'en est très souvent aussi voulu de pas avoir été là, parce que je pense que c'est pas non plus facile d'entendre ce qui s'est passé sans y être présent et d'être un peu quand même un déserteur au final. Il y a un truc où c'est où c'est une situation assez compliquée à vivre parce que ça rejoint pas la valeur de la solidarité du Kosovo. Et on lui en a voulu aussi pour ça quand même. Et
et c'est ça c'est pour ça que cet instant-là, j'aime le raconter. Je le raconte jamais d'ailleurs, cette histoire sauf ce matin là, cette histoire de ma cousine, parce que je trouve que ça représente vraiment toutes les valeurs fondamentales de la culture albanaise et du Kosovo, la solidarité, le côté solennel aussi, parce que tout le monde se met en rond, et donc cette sincérité dans le silence, puisqu'au moment où elle rigole, personne a envie de rigoler, parce que tout le monde comprend qu'elle va s'en aller en fait. Et je vous assure, quand vous avez 70 personnes autour de vous qui sont comme ça, en train de regarder la mariée par terre, et puis qu'elle se met à rigoler, et puis qu'au final, elle comprend aussi la situation, c'est assez impressionnant quoi, comme genre de ressenti. Et puis c'est ça, en fait, que j'ai voulu capter et mettre dans la sélection. C'est ces sentiments-là. Et c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, alors là j'ai switché, je sais plus où on en est, mais c'est là que on peut venir aussi sur cette sélection, dans le sens où c'est pour ça, par exemple, qu'avec Skanderbeg, ce film des années 53, coproduit par l'URSS, j'ai voulu montrer ce côté solennel, parce qu'en Albanie, il y a vraiment ce truc, une fierté assez grande, que je retrouve aussi avec... qu'on retrouve aussi avec les Grecs. Je pense, je disais ça aussi avant la présentation, je pense à Nikos Aliagas, qui est vraiment aussi, c'est drôle de le voir, les gens me demandent alors il est comment, il est vraiment tellement gentil, et je pense que sa valeur et au final, son état d'esprit est très proche de celui des Albanais. Il y a quand même une grande fierté et un côté très solennel, très professionnel. Nikos, c'est donc l'animateur de The Voice. Exactement, voilà Nikos Aliagas. Et puis oui, donc il y a ce truc que j'ai bien aimé dans Skanderbeg, où tout d'un coup, même des fois je me suis dit, là, en le revoyant avant, je me suis dit franchement, il y a des moments où le jeu d'acteur, bon, ils se sont pas foulés la cheville. Hein. Le décor aussi. Mais quand même, il y a ce côté très solennel, parce que limite, même les acteurs, ils peuvent pas se jeter, ils peuvent pas oser faire trop, parce que c'est pas possible, il faut quand même garder l'estime de soi, et c'est ça que j'aime aussi, que j'ai aimé avec ce film-là. Et après on retrouve d'autres choses dans d'autres films qu'on va développer évidemment. Et puis, exactement, un ovni un peu dans cette programmation, un film des années 50 que vous avez peut-être l'occasion de voir. Parlons justement de ce cinéma, de cette sélection. Comment est-ce que vous avez fait cette sélection donc 5 films, longs métrages et des courts métrages? Alors, j'ai regardé beaucoup plus que, évidemment, ces films-là. Je ne sais même plus combien j'en ai regardé, pour être honnête, mais ça devait être entre 30 et 40 films. Et puis, je me suis dit, bon, dès le moment où, avec Thierry Jobin, on a vraiment discuté, et qui m'a, dans le sens, qui m'a motivé à faire partie de cette organisation, ça m'a fait énormément plaisir, parce qu'évidemment, moi, le cinéma, c'est une passion énormissime. D'ailleurs, je dis toujours, c'est ma passion. Les gens me disent mais comment ça, mais c'est la musique ta passion? Ben non, c'est devenu mon métier, et ce qui me passionne dans mon métier, c'est de chanter sur scène et de chanter en studio et de composer, ce qui revient aujourd'hui aux 30% de ce que je fais dans mon métier. Donc parce que sinon c'est papier, promo, papier et contrat, interview, oui. et interview, ben c'est super, c'est toujours plaisant, mais c'est pas ce qui me passionne. Oui. Ce qui me passionne, c'est surtout de faire de la musique à la base, de concevoir tout ça. Maintenant, j'aime, je parle toujours avec passion, parce que ça me fait plaisir d'avoir des gens qui sont intéressés, évidemment, à comprendre ce pourquoi je suis ici, puis pourquoi j'ai choisi ces films-là. Alors, revenons-en. Et le cinéma, c'est depuis toujours, ou c'est une autre passion récente? C'est une passion qui m'est venue avec Isabelle Huppert. Alors vraiment, quand j'ai vu le film La pianiste, j'ai ramassé une grande claque, dans le sens où, quand j'ai vu l'innocence de cette dame qui est incomprise dans tous les sens, qui essaye de faire du mieux qu'elle peut, il y a tellement de sujets qui m'ont complètement bouleversé dans ce film. Et puis le jeu d'acteur, parce que quand même on parle un peu on a Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, enfin on parle des reines du cinéma français, je sais pas comment dire. Bon, maintenant international, parce que maintenant elle est partout, hein. Et puis et c'est vrai que là ça a été un déclic dingue quand j'ai vu ce film, que j'ai revu du coup plein de fois.
Et d'ailleurs, quand tout le monde me dit c'est quoi ton film préféré, je dis c'est celui-là, mais je te le déconseille. Pourquoi? Mais parce que je suis sûr que tu pourras pas ressentir la même chose que j'ai ressenti, c'est pas possible. Parce qu'en plus, les gens, quand C'est pour vous, c'est à vous. Mais on va le garder pour vous. Mais c'est aussi que les gens, quand je leur dis que c'est le film qui m'a le plus marqué, mais ils comprennent pas, surtout. Mais non, mais c'est pas tellement de la déception, mais c'est plus du coup, ils me disent mais pourquoi? Parce que c'est quand même une histoire bizarre. Donc ils me disent pourquoi c'est la chose qui te touche le plus. Mais c'est vraiment ça, c'est une chose qui est décrite dans ses yeux en fait. C'est cette innocence là. Et du coup, dès ce moment-là, vraiment, j'ai plongé dans le cinéma. Je me suis fait un carnet, j'ai regardé les films réalisateur par réalisateur. C'est vraiment une grande passion maintenant. Hein. Et puis, le premier truc que j'ai fait en arrivant en France, c'est ma carte UGC. Hein. Voilà, donc carte cinéma. J'étais obligé, j'avais vraiment envie d'explorer encore plus. Et puis, en fait, c'est aussi une source énorme d'inspiration. Je pense notamment à une fois même, j'ai regardé le dernier film de Pedro Almodovar. Bon, c'est plus le dernier maintenant, c'était Douleur et gloire. Et puis, pendant le film, je me rappelle à un moment donné, du coup, j'éteins le son et puis je commence à jouer pendant le film. Et puis, j'ai l'écran devant moi de la télé. Et puis, je continue à jouer, voilà, comme ça. Et je me dis, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire aussi, je crois. C'est vraiment mêler les deux. Et puis voilà, je me suis dit, il faut que j'explore tout ça. C'est vrai que du coup, c'est devenu une grande passion. Et puis à la fois, je ne sais pas comment dire, peut-être que c'est aussi une passion, parce que c'est quelque chose que j'ai la sensation que c'est inatteignable. Petit fun fact, j'ai un ami qui aujourd'hui fait une carrière au cinéma international, et puis qui a joué avec Isabelle Huppert à Budapest. Il n'y a pas si longtemps, le film n'est pas encore sorti. Voilà, il est en train de jouer avec Julia Roberts et George Clooney en Australie. Bon. Et puis, justement, il me dit, mais viens, parce qu'en plus, j'avais l'occasion d'aller à Budapest. Il me dit, viens la rencontrer, viens discuter avec elle. Et en fait, j'ai refusé, évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses dans la vie aussi qui sont là pour être des rêves, pour être des buts. Parce qu'après, en plus, j'ai la chance, justement, comme je disais, d'avoir vécu tellement de choses. Si je vis toutes ces choses-là tout de suite, qu'est-ce que je vis après? Évidemment qu'il y a d'autres objectifs, d'autres rêves qui viendront derrière. Mais je pense que la signification qu'elle a, et qu'elle a eu aussi, l'impact que ça a eu aussi dans ma vie, dans le sens de ma passion, et pour moi, je voulais pas. C'est pas une histoire qui va se terminer comme ça. J'ai pas envie de la rencontrer pour être celui de plus qui va lui dire bravo, j'adore ce que tu fais. Enfin, ce que vous faites. Voilà, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais voilà. Moi, j'avais pas envie de ça en fait. J'avais envie j'ai envie un jour peut-être pouvoir discuter avec elle sur un plateau. Et puis on verra. Mais en tout cas, pas aujourd'hui. Donc, si vous aviez dû faire votre propre sélection de films sans tenir compte du mot d'ordre, diaspora, alors pour être honnête, vous auriez choisi The Pianist quand même. J'aurais choisi. Alors, mais évidemment, j'aurais choisi. Ah, mais ça aurait été le bordel. Hein. Alors là, je vais vous dire. Là, la diversité. Qu'est-ce que vous nous auriez proposé alors si on vous avait pas donné de consigne? Bon, alors j'ai vu qu'il y avait quand même. J'ai vu qu'il y avait Tarkovsky, donc bon, voilà. Je pense Le Miroir de Tarkovsky quand même. Je pense clairement à un film de Tim Burton parce que évidemment que tout le monde connaît, mais ça fait toujours du bien. C'est toujours revoir, c'est super. Big Fish, je pense, c'est Big Fish, je crois, non? Parce que je mélange avec Big Eye. Donc je crois que c'est Big Fish. Comment? Sinon? Oui, Tim Burton. C'est bon. Sinon, évidemment, un film de Dolan, ça c'est sûr et certain. Lequel, c'est compliqué, mais je pense peut-être Mommy quand même, pour Anne Dorval. Sinon, voilà. Hier soir, je suis venue assister à votre concert au Nouveau Monde et vous avez commencé le concert par Bagdad Café, la musique du film. Là, vous avez interprété de grandes musiques de films très connues et vous avez commencé par Bagdad Café. Et je me suis dit, j'étais dans le public et je me suis dit, mais comment John Tears est-il tombé sur Bagdad Café? Comment? C'est une très bonne question, j'en saurais même pas dire comment, mais certainement en fouillant un peu partout. Et je pense que... ça a quand même été un film culte dans les années 80, mais comme vous l'aviez si bien raconté, après, à la fin, on ne sait pas trop l'histoire, on est tous un peu perdus. C'est très compliqué, très compliqué. Bon, on va pas parler non plus de David Lynch, hein, parce que bon, c'est même plus de la perte, là, c'est un électrocardiogramme inexistant, puisqu'on comprend vraiment
plus grand chose. Et on comprend à la fois comme on a envie de comprendre, et c'est ça qui est intéressant. Ce film, c'est un film de déglingué, quoi. Ouais. C'est un film qui me ressemble aussi, c'est pour ça que j'ai voulu interpréter cette chanson. Puis je pense que quand je l'ai vu, c'est comme quand j'ai lu pour la première fois Ionesco, c'est tellement absurde. Bon, là pour le coup, c'est quand même. Enfin, je sais pas si c'est vraiment drôle, voulu drôle, en tout cas dans Bagdad Café. Je pense qu'il y a quand même pas mal de moments qui sont bien voulus drôles, mais après, voilà. Mais c'est un rire un peu, à la fois c'est drôle, et puis à la fois on se dit, mais complètement, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de déglingué, mais les réalisateurs, qu'est-ce qu'ils ont pris avant de tourner ce film? Et puis, ouais, donc c'est vrai que. Mais après, ça, c'est peut-être. Oui, évidemment, on se dit pas. Enfin, je veux dire, on se dit, peut-être il est jeune, il connaît pas, mais en réalité, je pense que je connais mieux la cinématographie plus ancienne que celle d'aujourd'hui. Parce que justement, Enfin, mon père, quand on regardait des films à la maison, c'était Sergio Leone. C'était vraiment des westerns, des westerns, des westerns, des westerns. D'ailleurs, quand je voyais Clint Eastwood, je me disais, bon, c'est bon, là, j'en peux plus, sa tête, j'en ai marre. Et que du coup, quand j'ai découvert la réalisation de Clint Eastwood, là, j'étais là, mais c'est pas possible, mais comment il m'a pas montré ça? Pourquoi il monte des films où il se tire tous dessus? Pourquoi j'avais pas vu ça? Sur la route de Madison, je me dis, mais pourquoi j'ai pas vu ces choses-là avant? Et puis, j'ai vu d'autres choses, c'est super quand même, hein, mais je sais pas aujourd'hui si j'arriverai à regarder un vrai western. Ouais, j'ai regardé quand même quelques films des frères Cohen. Alors, pour moi, j'ai l'impression que c'était un peu kiff-kiff, quoi. Soit c'était vraiment super, soit vraiment j'avais de la peine, mais c'est vrai que il faudrait que je fasse un peu la paix avec ça. Mais oui, en fait, c'est des films que j'ai découverts vraiment par hasard, et surtout, je pense, l'un en amenant l'autre par les réalisateurs. Et puis, parce que j'ai développé une passion qui fait peut-être peur, même des fois. Franchement, quand j'en parle avec mes amis, ils me disent comment il s'appelle l'acteur? Ah oui, c'est ça. Parce que vous avez quasiment un fichier Excel avec tous les titres, ah non, les j'écris à la main, réalisateurs. manuscrit. Ah, voilà. Oui. Je veux pas que ça bug. Hein. Mais donc, vu tout ce que j'ai écrit dedans, alors non. Et tout à coup, vous avez dû vous plonger dans le cinéma d'Albanie et de Kosovo. Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris de ce cinéma? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Alors j'y ai vu des très belles choses, puis j'y ai vu quand même des choses qui m'ont un peu plus déçu, pour être honnête, dans le sens où ce qui était compliqué, c'était pour moi de trouver le bon documentaire. Parce que ce qu'on remarque aussi en général dans le cinéma actuel en Albanie et au Kosovo, c'est cette volonté de raconter une histoire, une vraie histoire, ou une histoire, on va dire, fictive, mais quand même basée sur une vraie histoire. C'est un peu l'idée quand même presque de tous les films qu'on a vus d'ailleurs. Et puis, du coup, pour moi, quand on parle d'un documentaire, il faut que ça ait vraiment cette sincérité dans la représentation de l'Albanais typique ou du Kosovar typique. Et c'est ça qui était difficile à vraiment trouver, parce que c'est vrai qu'il y avait dans certains documentaires, par exemple, je ne saurais même plus trouver les noms là, mais il y en avait en tout cas plusieurs qui parlaient de l'intégration des Albanais et des Kosovars en Suisse. Et c'est vrai que des fois, j'ai quand même un peu l'impression que c'était... alors, monsieur l'Albanais, comment vous vivez dans ce pays? Comment vous mangez? Et puis, comment... et j'ai eu un peu cette peine où je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on les présente? Et c'est pas votre histoire non plus. On vous a, mais non, on vous a jamais demandé si vous aimiez la fondue, le chocolat, si vous étiez riche. Non, mais c'est juste ça que je trouvais dommage. C'est juste ce côté un peu... et qui est, à mon avis, complètement innocent, mais dans le montage et puis dans comment c'était fait, c'était un peu dommage, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas envie de présenter la culture albanaise et kosovare d'une manière zoologique, quoi. Donc, vous voulez pas faire l'inverse non plus. C'est ça. C'est la raison pour laquelle vous avez montré un documentaire dans la sélection, c'est celui avec Bernard Chaland. Exactement. J'ai trouvé tellement intéressant de montrer, pour moi, comment on montre les valeurs de ces personnes-là. Voilà, Bernard Chaland, donc l'entraîneur suisse qui a été engagé pour l'équipe de Kosovo. Exactement. Pour moi, c'était justement super important de montrer Bernard Chaland qui part au Kosovo former cette équipe de foot. Et justement, on comprenait pour moi les valeurs et pour moi, on comprend les gens quand ils sont dans leur environnement, dans l'environnement où ils sont le plus en paix avec eux-mêmes. Et justement, quand on est au Kosovo, on voit l'accueil de Bernard Chaland, les gens lui demandent des selfies, c'est une star internationale, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Suisse au Kosovo, c'est quoi? C'est la réussite.
Thierry Jobin disait que 1/10 des Kosovars habitent en Suisse. Et puis, donc, quand on est là-bas, on dit, les Kosovars de Suisse, c'est ceux qui ont réussi à partir, à créer leur vie. Et c'est un peu le seul espoir aussi qu'ils ont eu dans des époques où c'était beaucoup plus dur, quoi. Et c'est ça que je voulais montrer, et c'est ça qu'on ressent, je trouve, dans ce documentaire, par l'accueil de Bernard Chaland, et qui a une personnalité exceptionnelle aussi quand même, qui est complètement... qui est super, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un bon client pour, franchement, pour un cinéma. Oui, et puis c'est drôle, parce que justement, on le sent aussi un peu bousculé par la culture albanaise, et puis bon, j'étais obligé de montrer ce documentaire aussi par la qualité de son accent anglais. Et puis, non, c'était drôle, parce qu'au final, c'est ça aussi, c'est que... on n'a pas essayé de faire une analyse ou disons, on n'a pas essayé d'analyser le comportement d'une population dans ce documentaire. On a juste montré, on a montré la fusion entre deux cultures. Parce qu'il n'y a pas non plus de clichés qui ressortent de l'accueil au Kosovo. Non, vraiment, c'est assez dingue, mais pour le coup, c'est vraiment sincère. Moi, quand je vais au Kosovo, c'est un délire, hein. Je veux dire, quand j'arrive à l'aéroport, il y a un accueil exceptionnel. J'ai l'impression, je sais pas, à chaque fois que je viens, je me dis, je vais prendre plus souvent l'avion. Je me dis, si c'est pour qu'on m'accueille comme ça, franchement, quand ça va pas, je fais quoi? Bon, je prends l'avion, allez, on y va, comme ça, au moins un petit coup d'ego. Non, mais c'est vrai que il y a une chaleur qui est exceptionnelle, puis je pense qu'il contraste énormément avec la froideur dans les mots et dans la distance avec ces émotions-là. Dans la mission, hein, parce qu'il veut sélectionner l'équipe du Kosovo pour... Exactement, et oui, et puis ce qui est beau aussi dans ce documentaire, c'est qu'en fait, je ne suis même pas sûr que ce soit dit, mais en fait, le sport reconnaît le Kosovo comme un pays. Et c'est vrai que dans certains domaines, il n'est pas reconnu comme un pays. Et c'est là où c'est difficile, et c'est là où ça me fait plaisir à la fois de faire partie de cette sélection-là. C'est qu'on a dit Albanie et Kosovo, on parle d'un pays qui existe, quoi. Et c'est vrai que du coup, pour moi, c'était important de l'expliquer, et puis de l'entendre aussi que, par exemple, dans ce sport-là, c'est un vrai sport qui est considéré en Europe, dans ce pays. Donc voilà, quoi. Il y a d'autres films, des résonances très contemporaines. Je citerai par exemple Le Mariage, The Marriage, très intéressant, et qui porte un nom, certes, qui correspond au film, mais c'est surtout une histoire d'amour entre deux hommes. Exactement. Comment un tel film peut être perçu dans... C'est une très bonne question. Oui. Parce que, en fait, comme moi, je les ai vus chez moi dans ma chambre, c'est vrai que je les ai pas vus dans le cinéma, et j'ai pas vu non plus la réaction des gens. Après, bon, l'homosexualité, c'est un thème quand même tabou, de manière générale, un peu partout, hein, qu'on se le dise. J'ai l'impression que c'est assez rare de trouver des endroits où on peut parler librement de l'homosexualité. Moi qui maintenant vis à Paris depuis 2 mois, et qui pensait que Paris, par exemple, sur le genre, sur l'orientation sexuelle, justement, c'était plus ouvert dans les discussions, c'est pas forcément le cas. Donc, déjà, rien que quand je vois comment... Non mais, je vais mettre ça en valeur parce que franchement, voilà. Mais comment je vois comment les femmes sont pas respectées, dans le sens, quand on les siffle, mais c'est-à-dire que c'est vraiment aberrant à un stade. Je me rendais pas compte. J'entendais souvent ça dans des reportages ou bien à la télévision. Mais c'est vrai que, en fait, même avec une amie, moi, je me dis, bon, il y a un mec à côté et ils vont rien dire. Eh ben non, il y a vraiment une place qui est complètement... juste pour dire qu'on est encore très reculé, et mis à part ça, même si on aborde les choses, on est encore assez reculé. Ce serait bien d'aller un peu plus vite. Bon. À Paris aussi. Voilà. Oui, partout dans le monde d'ailleurs, vraiment. Et puis, là où j'ai trouvé intéressant, déjà, tous les films avaient un rapport avec moi d'une manière assez dingue. Dans ce film, un des acteurs, l'acteur principal, en fait, fait de la musique. On a déjà fait de la musique ensemble, et en aucun cas, je savais qu'il faisait du cinéma aussi. Donc, je commence le film, je me dis, bon, on verra ce que c'est, parce que je ne connaissais pas. Moi, je lis pas les synopsis, donc je me suis dit, bon, on verra. Et je vois le film et je dis, mais c'est pas possible, mais j'ai fait de la musique avec lui. Typiquement aussi dans Lost Exile, on retrouve aussi une fille avec qui j'ai chanté quand j'avais 11-12 ans, à Incroyable Talent en Albanie, qui avait aussi chanté à cette époque-là, dont j'avais plus de nouvelles depuis du coup 10 ans.
Et puis, de la revoir dans un des films, je me dis, mais il y a quelque chose de... Comme si tout d'un coup, ça m'était destiné, en fait, aussi de me retrouver dans cette sélection-là. Pareil, dans Lost Exile aussi, on y retrouve Arben... qu'est-ce que je dis je sais même plus comment il s'appelle, j'ai un gros blanc, Bayraktaray, Monsieur Bayraktaray, voilà. Et puis, qui est un acteur qu'on a vu aussi, par exemple, dans Taken, avec Liam Neeson, qui joue Marco de Tropoia, donc ce monsieur qui fait partie de la mafia. Et puis, donc, de voir tous ces gens que j'ai rencontrés dans ma vie, de les voir dans les films, j'ai trouvé ça très touchant. Et puis, j'ai aussi eu la sensation tout d'un coup d'avoir une légitimité un peu plus grande encore pour parler de ces films-là. Et du coup, on en était où? Parce que moi, je m'étale. Hein. Bon. Non, on parlait des thèmes contemporains, des tabous. Mais dans cette sélection, on voit quand même la guerre est très présente. Elle est sous-jacente à presque tous les films, je veux dire. Comment vous, avec vous y étiez pas, comment aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de ces événements? Quelles sont les images que vous avez, vous, en tête, ou les souvenirs qu'on vous raconte? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces moments de guerre? Eh ben, moi, j'ai eu de la chance d'être né en Suisse, et puis d'avoir eu des parents qui ont du coup survécu à ça parce qu'ils ont fui le pays. Après, les images qu'on a, simplement... c'est quand on va au Kosovo. Enfin, je veux dire, quand on voit que le pays est en construction, c'est concrètement qu'il est en construction. Quand je parlais des impacts de balles, il y a encore des coupures de courant. On n'a pas toujours l'électricité. Les canalisations, en tout cas dans mon village, elles existent depuis 4 ans. Donc, enfin, je veux dire, tout est en construction permanente. Donc ça représente justement, c'est ça qui est fou, c'est de voir le développement de ce pays-là en fait. Et c'est les images que moi je peux avoir, et puis les images que moi je me suis faites aussi avec ce qu'on m'a raconté en fait, avec des choses complètement terribles. Et puis ce qui s'est passé, que ce soit la guerre, mais plein de choses. Enfin vraiment, je pense que c'est ça qui a été aussi dur pour mon père, c'est qu'en fait il est parti et puis quand il est revenu, il a eu le droit non seulement en fait aux reproches et aux remords de ne pas avoir été là et puis d'être parti. Puis à la fois, on lui expose les images, c'est-à-dire bon, il faut bien imaginer que il y a une guerre, donc moi l'image qui m'avait le plus parlé, enfin super désolé pour ce partage d'images, mais là où je me suis dit ok bon on parle d'un truc quand même horrible, c'est dès le moment où ils creusaient des trous énormes et puis ils mettaient les gens vivants, morts, tout le monde mélangé, c'est pas grave, de toute façon ils allaient tous mourir quoi. Il y a ces images et puis ceux qui ont survécu à ça, puis de devoir raconter ça, et puis mon père comme je disais qui est parti du coup qui est parti juste avant, avant la guerre, de voir ses collègues, ceux qui ont survécu, de l'armée, qui lui racontent tout ça. Je pense que ça, effectivement, lui, il a d'autres images que moi. Donc, vous en parlez beaucoup en famille? C'est un thème absolument qui est pas. toujours... Ouais. Justement, c'est ce que je disais avant, il y a une pudeur, il y a énormément de distance avec les émotions, et puis autant... c'est des choses dont on ne parle pas en fait, qui restent enfermées dans les yeux des gens. Et puis c'est pour ça que pareil, ma grand-mère, j'ai vraiment dû aller chercher pour qu'elle me dise qu'elle avait perdu 3 enfants. Je n'étais pas du tout au courant. Hein. Et puis voilà, puis c'est des choses justement qu'on ne veut pas partager. Parce que dans les valeurs du Kosovo, d'Albanie, il faut absolument que le futur soit passionné, motivé. Oui, comme je le dis, il y a une solidarité, mais qui est inexplicable. Il faut vraiment y aller un jour pour comprendre. Moi, je m'en rappelle, quand j'avais été une fois en vacances, je vais chez mes cousins à un moment donné. Puis ces cousins, ils sont vraiment très pauvres. Et puis, je débarque et ils me disent, tu veux manger quoi? Mais moi, j'étais petit, hein, je devais avoir 10 ans. Puis je dis, je veux bien une glace Magnum, une glace au chocolat. Et puis, ils m'apportent du coup une glace, donc sans me dire, ils vont la chercher au magasin.
Il y en a un des cousins qui va le chercher au magasin. Puis ils viennent tous, et je me rappelle encore, je mangeais cette glace. Bon, j'étais gosse, moi, je n'étais pas au courant de ce genre de choses. Je mange ma petite glace, puis je les vois, puis personne mange de glace, mais tout le monde me regarde manger cette glace. Et puis ils sont super contents pour moi que je mange cette glace parce qu'ils se disent oh mais il doit tellement être content de pouvoir manger ça, alors qu'en fait ça je le mange en Suisse tous les jours en soi si je veux bien. Ils étaient fiers. Ils étaient heureux aussi de m'avoir pu offrir quelque chose. Et le lendemain, j'en parle à ma mère, puis évidemment, voilà, elle me dit, bah, alors ce qu'on va faire, on va acheter des glaces pour tout le monde. Et puis du coup, bah, le lendemain, c'est moi qui offrais les glaces, mais enfin ma maman qui offrait les glaces, parce que bon, voilà, je ne travaillais pas. Hein. Et puis, et c'est ça qui est touchant, c'est cette solidarité, c'est, il n'y a pas cette jalousie, par exemple, que je vois de plus en plus dans la musique en France, de tout d'un coup, tu prends ma place. Parce qu'au final, on est tous différents. Et ça, c'est vraiment ancré au Kosovo, cette valeur de cette solidarité, et on s'entraide, et si tu as plus que moi, bah, tant mieux, tu as plus que moi je suis heureux pour toi, parce que le but c'est que chacun s'entraide, oui, et puis que chacun se considère, et puis que chacun se respecte, et c'est ça qui est marquant, et je pense que vraiment, si les gens ont l'occasion de partir au Kosovo, je leur souhaite d'aller au Kosovo, vraiment. Évidemment, à Pristina, il y a plein de choses à voir. Bon, il paraît que c'est considéré comme une des villes les plus moches d'Europe ou du monde. C'est la deuxième, je crois. Bon, après, si vous avez vu la bibliothèque, je ne comprends toujours pas comment les gens aiment ce bâtiment-là, mais bon, on dirait une prison. Mais il y a plein d'autres choses qui sont magnifiques, et surtout, les gens. Il faut y aller pour les gens. Et puis, ça d'une part, puis après il faut partir en Albanie, et là je peux vous dire, vous allez vous régaler, parce que entre la mer, il y a la mer Ionienne qui est proche de la Grèce, il y a la mer Méditerranée ou Adriatique qui est plus proche de l'Italie, il y a les montagnes, il y a des châteaux, il y a des choses magnifiques, mais c'est normal parce que le pays est vieux. Moi je parle du Kosovo, je rigole, avant je dis il n'y a pas grand chose de beau, mais le pays existe que depuis 2008, donc je veux dire... c'est normal qu'il n'y a pas grand chose. Moi j'aimerais bien voir la Suisse en 1290, du coup 12 ans avant, 1200, bon allez, dans les fins des années 90, quand c'est, voilà, enfin bref, hein, j'aimerais bien voir ce qu'il y avait à cette époque. Donc c'est clair qu'il n'y a pas grand chose peut-être à voir architecturalement. Un pays en construction. Voilà, complètement. Ouais. Par contre pour les gens c'est exceptionnel, ça donne un coup de boost, et on se dit bon ok, en fait il y a encore foi en l'humanité. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je me dis, parce que forcément quand je me retrouve confronté à des situations ridicules ou liées à la musique, au monde de la musique, parce qu'évidemment c'est un business, et puis bon voilà, et que je retrouve ma famille là-bas, je me dis mais quelle chance, quoi, mais quelle chance, quelle chance d'avoir cette richesse culturelle par le fait d'être né en Suisse, d'avoir une mère albanaise et un père kosovar, ce qui n'est pas la même chose. Ces deux pays se ressemblent beaucoup. Alors c'est les Albanais du Kosovo, mais ces pays se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. Et puis, c'est pour ça aussi que je présente Skanderbeg, qui est vraiment ce côté très solennel, qui représente l'Albanie. Et puis, ces autres films du Kosovo. Et puis, oui, c'est deux régions différentes. Et puis, c'est les gens qui sont différents. C'est une mentalité qui est différente dans les deux endroits. Quand même, l'Albanie, c'est plus développé, on va dire, au niveau de la ville et de l'architecture et tout ça. Et puis, il y a un état d'esprit qui n'est pas le même, mais les deux sont tellement intéressants à découvrir. Et puis, c'est pas si loin de chez nous, en fait. C'est pas si loin de chez nous. Et effectivement, avec l'importante communauté albanaise et kosovare, il y a aussi des liens qui sont créés entre la Suisse. Peut-être pas au niveau culturel, parce que je me disais, mais avec la communauté kosovare albanaise est importante en Suisse, mais on connaît peu la culture. Et c'est comme un monde à part en Suisse, non? On n'est pas si curieux les uns des autres Mais moi je dis toujours, les gens, peu importe n'importe dans quel pays, ressemblent à leur bâtiment. Et pour moi en Suisse, quand on va à Berne, et quand on voit un mur de 1,5 m, et puis après quand on rentre dans la maison, je pense notamment à ces fameuses arcades là, à Berne, où tout d'un coup on rentre dans un bâtiment, et il y a le strict nécessaire, c'est-à-dire une vieille armoire en bois de 1600 avant Jésus-Christ, du grand-père, de l'arrière-grand-père qui a été donné, voilà. Et je trouve que les gens suisses sont comme ça. Ils sont assez froids quand même au début,
il y a quand même une bonne couche d'épaisseur, mais une fois qu'on arrive dedans, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. Il y a une table, une chaise en bois, ça tient, c'est solide, on va pas acheter, c'est pas à droite à gauche, c'est pas voilà. Et on garde ça, il y a une valeur sentimentale. C'est ça aussi les gens aussi quand ils te prennent dans leur vie en Suisse, il y a une valeur sentimentale. Je trouve que vraiment la considération des gens est assez comme ça. Et en revanche, par exemple en France, on a le droit à des façades exceptionnelles. Ah, mais exceptionnelles, hein. Des façades d'une architecture magnifique, et je trouve qu'effectivement les gens aussi d'aspect sont brillants, dans le sens oui, ils sont brillants, je crois que c'est le mot. Mais la brillance, elle a aussi un coût, dans le sens où elle a ce truc où quand on rentre à l'intérieur, c'est très facile de rentrer d'ailleurs. Bon, je parle pas des codes et tout ça, mais je parle de l'épaisseur des murs, même des fenêtres ou comme ça. Je veux dire, c'est assez facile de rentrer, voilà. Mais il y a plein de choses qui se cachent. On peut ouvrir une porte, ça peut être une cour exceptionnelle. On peut se retrouver sur un bâtiment exceptionnel derrière ces fameuses cours. On peut aussi se retrouver dans un bâtiment complètement moisi, alors que la façade, c'est la plus belle façade qui puisse exister. Donc, et c'est ça aussi que je ressens avec les gens, c'est que en fait, au Kosovo, la plupart des maisons ne sont pas peintes. Elles n'ont jamais été achevées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, simplement, je pense qu'elles ont souvent 3 étages. Voilà. L'idée, j'ai l'impression, c'est comme si l'idée, c'est de monter le plus haut possible pour voir au loin ce qu'il y a à faire encore. Et puis à la fois, elles ne sont pas peintes parce qu'il y a encore du boulot. Il y a encore justement ces rêves, ces objectifs qu'on doit encore faire. Mais avant, il y a encore tellement d'autres choses. Prendre soin de sa famille, prendre soin de chaque meuble, prendre soin de chaque pièce. Et puis après, on verra pour la surface. Et c'est ça que j'aime dans ce pays. Voilà. Vous avez un mélange des deux. Vous avez aussi un côté. Vous êtes un bon mélange de. Pour avoir grandi et être né en Suisse, vous avez aussi ce côté fonctionnel. Complètement. J'ai pas les vieilles armoires en bois, pour être honnête. Pas encore. Pas encore. Je suis un vendu. Voilà. Ikea m'a emporté avec lui. Mais non, non, oui, effectivement. Je pense qu'il y a. J'essaye d'avoir des deux, en fait, c'est sûr. Je ne sais pas ce que je pourrais dire, mais Qu'est-ce que vous avez de suisse ? La ponctualité, l'ordre, Alors la ponctualité, je l'avais malheureusement. La France m'a percuté de plein fouet. Je peux vous dire que quand on vous donne rendez-vous à 15h puis qu'on débarque à 18h, je me dis, bon, bah là, je vais arrêter d'être à l'heure parce que c'est bon. Mais du coup, quand je reviens ici, c'est le problème. Mais oui, effectivement, la ponctualité, c'est un peu compliqué pour être honnête. Bon, après, je ne suis pas le plus en retard du monde, mais bon, quand même. Qu'est-ce que j'ai de suisse ? Qu'est-ce que j'ai de suisse ? Je pense que... oh là là, un goût pour le Toblerone, je sais pas, parce que on a vu les images de M. Bon, ça c'est sûr. Alors ça, je peux vous dire, alors la dose de chocolat, bon ça, je l'ai bien suisse. Enfin, je veux dire, je suis bien suisse pour ça, c'est-à-dire que j'aime montrer, faire goûter le chocolat à tout le monde. La fondue, tant qu'on peut la faire, on la fait. Le fromage, une passion complète. Et c'est clair. Non, sérieusement, qu'est-ce que j'ai de suisse ? Je pense que comment dire ? Je pense que j'ai ce côté solitaire, que c'est ce côté dans le sens où j'ai la sensation que typiquement, je pense notamment je pense à une dame qui avait 96 ans, qui habitait en face chez nous, qui voulait absolument pas aller au home. Alors c'était exclu, donc du coup elle reste seule. C'est pas grave, elle est seule, mais elle a la maison, mais elle est chez elle. Elle a sa maison, elle est en sécurité, c'est tout ce qu'elle veut. Je pense que j'ai un peu ça aussi, j'ai complètement ça de Suisse, c'est-à-dire que j'aime avoir mon endroit et me dire, il y a des moments où je vais pouvoir me retrouver tout seul. Ce qui est vraiment pas du tout le cas au Kosovo. On est constamment avec des gens, parce que aussi, ils sont beaucoup plus nombreux, c'est des familles beaucoup plus grandes, c'est très difficile de se retrouver seul, et même, c'est pas forcément dans leurs valeurs, puisqu'il y a ce truc d'entraide, typiquement... bon, je suis peut-être un peu bizarre aussi, j'en sais rien, mais des fois j'aime bien être avec quelqu'un sans forcément parler ou dire grand-chose, forcément se lancer dans des débats, ce qui serait peut-être un peu plus bizarre là-bas, parce qu'ils vont se dire, bah dis-moi, raconte-moi, je veux que tu me dises quelque chose, je veux pas rester comme ça, regarder le ciel. Donc peut-être ça, je pense que j'ai ça de Suisse. Après j'ai tellement de choses, je veux dire, peut-être un peu l'organisation aussi, je pense que c'est important d'être comment dire, ouais, pédagogique, je sais pas comment dire ça, je sais pas en vrai. Peut-être une certaine froideur aussi quand même. Je pense que des fois j'arrive à avoir une espèce de
Bah, après, du coup, peut-être que c'est albanais, j'en sais rien. Mais à tout d'un coup avoir cette façade assez épaisse où tout d'un coup je vais pas tout de suite réagir, je vais attendre, je vais réfléchir, je vais voir ce que ça va donner. La patience clairement en fait, la patience oui, ça aussi parce que souvent on me dit par exemple des fois après les concerts je reste, là hier je suis resté 1 heure, je sais même plus combien de temps je suis resté à faire des autographes, des photos, discuter avec les gens et puis on me dit mais comment tu fais pour attendre 1 heure et demie debout ben en fait je le fais avec enfin, j'ai cette patience-là parce que je sais que les gens, bah, comme vous avez fait le déplacement. Et puis, c'est quelque chose moi, qui me touche parce que ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de faire de la musique si personne vient m'écouter. Enfin, je veux dire, sinon, C'est un partage, c'est un bah, moment mais c'est complètement. d'échange. C'est plus, Oui. pour moi, ouais, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment, c'est une perfusion, quoi. Dans le sens où, quand je suis sur scène, s'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de jus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Il y a rien. Parce que sinon, je reste à la maison et j'embête personne, quoi. Je fais de la musique, je crie dans mon coin, et puis c'est bon. Et là, l'idée, c'est quand même que tout est né avec l'envie de, ouais, de toucher mon grand-père, une fois que c'était fait. Euh, Puis, je pense que aussi, en réalité, c'est très difficile à expliquer, parce que voilà. Mais j'ai quand même la sensation que les choses elles vont très vite et je sais pas combien de temps ça va durer. Et puis je pense que ça, mon grand-père, il me l'a très souvent dit aussi. Il m'a dit un jour tu seras quelqu'un, mais je serai plus là pour te voir. Puis aujourd'hui, il est encore là parce que j'ai l'impression que je me suis dépêché absolument. Il faut qu'il voie tout. Donc à la fois il y a une impatience et à la fois il y a une patience. Je pense que j'ai les deux contrastes. J'ai vraiment autant de côté suisse que de côté albanais et du Kosovo. Euh, et puis, mais c'est très difficile à les exprimer parce que je pense que j'ai pas forcément enfin, je me suis pas forcément analysé. Je préfère analyser les autres parce que sinon, bon, c'est super si Voilà. je Et pense vous qu'à préférez moi. vivre Mais c'est une vivre très les bonne choses. question. Hein, c'est une très bonne question, mais c'est vrai que C'est oui, peut-être, on est peut-être un peu à la limite des clichés aussi, c'est des questions délicates. Hein. Nous, on oui, n'aime pas non. quand on. Ben, en fait, moi, ça me dérange pas en soi de faire des clichés parce que je trouve ça drôle quand je vais là-bas et puis qu'ils me disent alors, elle est où ta montre, tu l'as rangée. Enfin, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça super drôle de faire justement ce genre de blagues. Et puis à la fois, euh, enfin, et à la fois, ben, tant que ça reste drôle, quoi. Voilà. Tant qu'on n'est pas attaché à ça et puis qu'on prend ça pour des vérités Ouais. générales, c'est surtout ça qui est important. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé chouette avec cette sélection, c'est qu'on parle de clichés. Ça me fait tellement du bien de montrer en fait aussi qu'il y a un cinéma albanais et un cinéma du Kosovo en Un cinéma expansion. albanais du Kosovo qui est universel aussi, parce que ça touche des thématiques, Complètement. ce que vous montrez en tout cas, votre choix. Hein. On a parlé de l'homosexualité avant, il y a d'autres thèmes, il y a l'émancipation de la femme, dans le film The Hive, Hive, ouais, qui est complètement. extraordinaire Oui, d'ailleurs. et puis en fait, ce que j'aime aussi, ça montre une autre facette de l'Albanie et du Kosovo, parce que c'est vrai que quand on voit dans le journal un Albanais ou un Kosovar, en général, il y a soit une histoire de meurtre, soit De une histoire drogue. de vol, de drogue aussi. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, ça montre une image ternie. Et puis c'est drôle parce que même dans ces écrits, en général, ces gens-là, ils sont suisses. Ils ont la nationalité suisse en fait. Mais c'est juste qu'on dit à l'albanais qui, voilà, ou bien, enfin c'est très souvent ça. Donc c'est dommage, et c'est pour ça que je trouve que c'est une très belle occasion aussi de montrer autre chose, la vraie, en fait la réalité de qui on est, c'est-à-dire une réalité qui parle de nos valeurs, et les valeurs c'est, comme je le disais, enfin, je vais pas le répéter 35 fois, mais la solidarité et tout ça, enfin, c'est des choses que j'ai que j'ai voulu montrer dans le film. Et la solidarité, on la ressent par exemple aussi dans Hive. Ouais, Hive, absolument. quand même, cette histoire dingue de cette femme indépendante qui a deux choix, c'est-à-dire attendre euh, le retour de son mari pour continuer à vivre Ouais. sa vie normale, plus ou moins normale, on est en pleine guerre, mais on s'entend, ou alors simplement de se dire non, là il faut que je fasse quelque chose. Et puis elle se dit, ben, moi j'ai pas envie en fait de rien faire, Ouais, c'est ouais. pas possible. Et puis elle se bat, elle ouvre son entreprise, elle apprend À à conduire, conduire, voilà. elle apprend à conduire, et puis elle est énormément jugée par les hommes qui sont restés, ceux qui ne sont pas partis, voilà. Et puis elle essaye de se battre absolument le plus possible pour défendre son entreprise, pour la créer, pour développer tout ça. Et puis ben, c'est beau de voir ce combat. Moi, je trouve, honnêtement, quand j'ai vu le film, ça m'a frustré parce que j'aurais bien voulu qu'il continue.
Je trouve que c'est un long métrage. Enfin, je dis ça, mais qui suis-je pour dire ça? Bon, après, on peut tous dire ça, mais j'ai eu la sensation, en tout cas, qu'il était inachevé. Parce qu'on a envie de savoir aujourd'hui comment. Comment elle va. Puis à la fois, c'était très Mais on sent que ça a intelligent. marché, on sent qu'elle Complètement. réussit. Et à la quand même, fois, ouais. et à la fois, ça donne envie d'aller chercher. Et il y a Bon, des amis. ça donne surtout envie de manger La spécialité, La- oui, bon, ça évidemment. Mais à base de. C'est pas de la tomate, c'est du poivron. Du C'est poivron, ouais, c'est du poivron. Ouais. oui. Voilà, Euh, très bien. et Exact. puis, donc voilà. Et puis, ouais, c'est clair que c'est intéressant justement de... Je perds mes mots. Non, vous vouliez Euh, une suite à ce film. oui, c'est je ça. voulais une suite, mais Je oui, suis pas mais entièrement bon, d'accord voilà. avec vous parce que je trouve. Voilà, Mais à la fois, c'est on fait aussi tous. Mais à la fois, on fait le du coup, propre du il y en a cinéma beaucoup de nous plus qui ont laisser. fait l'effort d'aller chercher Ouais. les infos sur cette dame-là qui existe parce qu'on voit les images d'archives. Oui, c'est une histoire vraie. Ouais, Mais le film est après, j'espère que j'ai rien bon, j'ai tout spoilé, bon, c'est pas grave, trop tard. Mais du coup, oui, il y a ces images d'archives, du coup, qui sont belles, mais c'est vrai que moi j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir, voilà. Mais certainement qu'il y aura une suite. Et là où je suis content, c'est aussi que, il y a vraiment un engouement du cinéma au Kosovo qui s'est expandu, ça veut rien dire, qui s'est agrandi depuis Choc, le court-métrage qui a été nominé aux Oscars, et puis un court-métrage qui raconte cette amitié entre deux garçons pendant la guerre, et puis ce type au début du film qui voit le vélo et qui se rappelle les souvenirs avec cet ami-là, et puis la guerre bon... Hein, on va pas tout spoiler non plus tous les films, mais voilà. Et puis de voir ça, de voir, on a Hive, on a le mariage aussi effectivement sur le thème de l'homosexualité. Mais c'est pas ça pour moi, c'est même pas un film sur l'homosexualité parce que c'est pas un film sur l'homosexualité. C'est un film sur une histoire d'amour entre deux garçons, entre deux hommes qui se rencontrent dans les tranchées et on se retrouve projeté sur la situation où ils se revoient et où il y a cette femme aussi qui est exceptionnelle dans ce film quand même, une actrice déjà exceptionnelle, mais en plus aussi qui a un rôle exceptionnel dans ce film et qui est dans ce triangle amoureux, finalement, qui se fait emporter dans ce triangle amoureux en jouant, en comprenant, en étant d'une ouverture d'esprit exceptionnelle. C'est vraiment un film que j'ai trouvé super touchant et d'ailleurs les gens que j'ai rencontrés par la suite qui ont regardé ce film ont été très heureux d'avoir vu ce film parce que justement, comme je le disais, c'est un film qui est, pour le coup, je pense que de toute la sélection, pour moi, il fait vraiment partie de ceux qu'il faut vraiment aller voir par le fait que c'est un très beau film, justement cette actrice là qui est exceptionnelle, c'est ce triangle qui est très beau et puis voilà, puis à la fois ça explique effectivement, peut-être ça aborde la perception de l'amour entre deux hommes justement dans ce café quand ils se voient, ils en parlent pas, c'est très secret. Il y a une grande tension, il y a une très grande tension jusqu'à la fin parce qu'on dit ça va exploser, on pressent que ça va exploser. Mais... Complètement. Et puis je pense que c'est là aussi où on comprend ce dont je parlais avant, ces histoires de silence, où les silences parlent beaucoup. Donc voilà, il y a celui-là. Il y a, donc, comme je disais, Choc en 2015, c'est un peu le film qui a fait découvrir le potentiel qu'avait le Kosovo au niveau cinématographique. Et puis, depuis, effectivement, il y a les productions qui s'enchaînent, ça déboîte, on voit des films chaque année, effectivement, qui sortent beaucoup. Et ça m'a fait plaisir de voir ça, d'avoir cette sélection-là. Et c'est pour ça aussi, pour moi, que c'était difficile de faire un choix dans cette sélection entre le fameux Skanderbeg de 53 et puis ces films plus ou moins actuels. Parce qu'après, il y a eu une période dans les années... Après la Russie, l'URSS, pardon, à cette époque, le financement de l'URSS pour la production de ces films, Kino Studio en Albanie, il y a eu la Chine, et puis pareil, après ça a arrêté, et il y a eu dans les années 80 une période où ils ont continué à faire, c'est l'État qui subventionnait, les films étaient différents, et puis il y a ce truc où c'est un cinéma qui est quand même, je trouve... comment dire ça, qui était moins riche dans ce qu'il y avait à montrer. Plus formaté ou plus... On sent qu'il y a le poids d'une certaine censure peut-être ou... Dans le sens,
ils avaient plus le temps de filmer, parce que comme c'était l'État qui payait, comme me disait aussi Elina Douni, donc, qui est dans le jury de cette année, qui est une chanteuse de jazz albanaise, on en parlait aussi avec elle. Elle me disait effectivement, c'est beaucoup plus dur de trouver de la diversité à ce moment-là, parce qu'en fait, s'ils avaient besoin de tourner un nuage, par exemple, à un moment donné, on attendait 10 jours pour tourner un nuage. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps et les moyens, ça coûte trop cher, on ne va pas perdre de temps. Enfin, notamment, je pense aux séries effectivement, qui existent de plus en plus. Et puis, bon, voilà. Et puis, là, c'est vrai qu'on prenait le temps et c'était différent. Mais des fois, en fait, dans les films que moi j'ai vus de cette époque-là, pour être honnête, j'avais l'impression des fois qu'on prenait un peu le temps, mais pour pas grand-chose, quoi. Dans le sens où on voyait une histoire d'amour, on voyait une histoire fraternelle ou une histoire d'amitié, en tout cas. Et j'ai pas forcément trouvé qu'il y avait grand-chose d'intéressant en lien avec la culture de l'Albanie ou du Kosovo, et c'est pour ça que j'ai pas voulu les sélectionner. Dans tous ces films-là, je trouve qu'il y a un lien fort, que ce soit la guerre, que ce soit la perception des gens dans cet environnement-là, et c'est ça, et dans ces films-là, peut-être j'ai moins ressenti l'environnement comme étant important, en fait. C'est pour ça que je les ai pas sélectionnés. Ou une urgence de raconter une histoire complètement qu'on ressent dans votre sélection, mais peut-être qu'il n'y avait pas. C'est ça. Mais vous avez défini, en fait, je pense, ce que j'essaie d'expliquer avec la passion. En fait, je pense qu'il y a une urgence. Ça, on le ressent aussi avec les gens du Kosovo. Il y a une urgence. J'ai dit passion, mais c'est vrai que le mot le plus juste, c'est urgence. En lien aussi peut-être avec ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il y a une urgence de montrer ce qu'on est capable de faire. Et puis, parce qu'il y a très concrètement des urgences. Quand mon papa il vient, il n'y a rien. Enfin, en gros, il vient, c'est un risque complet. Il n'a plus rien. Il est dans l'urgence de trouver quelque chose. Donc il faut faire. Et c'est ça, c'est le côté un peu il faut faire. Pas pour rien, il faut faire, mais il faut faire quand même. Il faut faire pour dire. Voilà. Et puis, du coup, c'est ça que je trouve chouette dans tous ces films. On a cette urgence-là. Et puis, cette tension, du coup, des fois, qui se crée en tension dans certains films. Et là, je suis en train de me refaire tous les films. Et puis, alors, refaites-vous tous les films. Une petite interruption, parce que je n'ai pas du tout la notion du temps, je n'ai pas de montre. Je vous écoute, je vous écouterai encore des heures, mais il est peut-être temps de voir du côté du public s'il y a des questions, si vous voulez revenir sur un aspect du parcours. Voilà, déjà une main qui se lève. Ah, oui, il y a besoin parce que je crois que c'est enregistré. Voilà, si vous êtes d'accord, on passe mais évidemment, par quelques questions. Non, parce qu'en fait, moi, je pas peux parler jusqu'à après-demain. Donc, il faut que quelqu'un m'indique un peu si vous... Voilà. Est-ce que je peux te tutoyer? Mais comme complètement, ça, tutoyez-moi. Okay. Tous. Alors, non, un grand merci, vraiment, parce que toutes les années, je prends une semaine de vacances, j'achète mon abonnement général. Je suis, je pense, tant folle que toi du cinéma. Donc. Et cette année, je vois... dans la programmation, section diaspora. Je suis albanaise, suissesse aussi, mais bon, albanaise aussi. Et donc je vois qui et je vois qui a choisi le film, c'était toi. Ok, je dis, à voir c'est quoi qui l'a choisi. Je vois tous les choix comme ça. Et j'ai trouvé vraiment un très bon mélange des thématiques différentes et aussi les formats différents. Et c'était vraiment, vraiment super parce que je me régale toute la semaine, vraiment. Ah, magnifique. Et j'ai obligé mon mari à voir Skanderbeu cet après-midi. Donc, oui, alors. Et je lui ai raconté plein de trucs et c'était trop marrant. Donc, voilà. Et j'ai une question, peut-être, non, c'est deux questions, mais elles sont liées. Si tu as eu dans ta vie un questionnement de l'identité, comme je l'ai eu aussi, à quel moment et comment tu as vécu ça, et si les questionnements de cette identité a une influence sur ta création artistique et dans quelle mesure. Donc, très bien, merci pour vos questions. Très bonne question. Oui, merci. En fait, complètement. Quand j'étais à l'école primaire, je sais pas si je l'ai dit, mais je crois aussi je l'ai dit avant, je crois. Mais en fait, je m'appelle John, G-J-O-N, parce que c'est le nom du père de George Kastriot Skanderbeg. Et en fait, mon père, il m'a dit, derrière un héros, il y a toujours son père. Et puis, il paraît qu'ici, on dit c'est sa mère derrière, ou quelque chose comme ça. Une femme. Oui, une femme, c'est vrai. Derrière un homme, ah oui, c'est juste. Voilà.
Mais ça, je l'ai plus entendu en politique, ça, quand même, Ouais. il me semble. Enfin bon. Euh, Bref, et puis chez nous, enfin, en tout cas, mon père m'avait dit ça. Et puis, à la fois, ça a été une fierté. Enfin, je me dis, bon, c'est bien, il a du sens ce nom. Mais à la fois, ça a été un peu un challenge. Parce que quand on arrive à l'école et qu'on s'appelle GJON, les gens ils disent Gjon, c'est quoi ce nom? Chaque fois que je voyais les yeux se rapprocher, je me disais, bon, alors ça, c'est moi. Et c'est vrai que, c'est vrai que maintenant, j'en rigole, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été compliqué. Parce qu'en fait, quand les gens ne savent pas comment t'appeler, ils t'appellent pas. C'est stupide, hein? Mais ils t'appellent pas. Et du coup, ben, c'est vrai que les gens, ben, les enfants de mon âge, ils se disaient, bon, j'imagine, ils se disaient, bon, c'est quoi cet être bizarre? Et puis, je pense que ça a été un peu compliqué aussi parce qu'il a toujours fallu justifier ce pourquoi, ça vient d'où, pourquoi c'est écrit comme ça, comme si c'était de ma faute, enfin, comme si à la fois il y avait un truc, c'était pas normal, quoi. Et puis, ça, c'est quand même aussi un des défauts que j'ai remarqué, enfin, en tout cas, qui, moi, m'a pas mal dérangé en Suisse, c'est que des fois, enfin, c'est que dans certains cas, quand on est différent, ça dérange vraiment. Comment est-ce que vous avez affronté ça ou complètement, surpassé ben, j'en avais honte. un peu la question, Complètement, j'en avais Oui. honte. J'avais honte d'être d'origine albanaise et du Kosovo, clairement. Aussi par les préjugés, parce que quand je disais que j'étais albanais, les gens ils disaient bon, alors je vais ranger mon sac. C'était limite ça. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Et puis, en fait, j'ai pris conscience de ça tellement tard. Et, euh, et en fait, après, bon, il y avait ce côté où j'ai fait de la musique. Et puis, on me respectait. Et puis, à la fois, on me respectait parce qu'on n'osait pas me parler. C'est plutôt ça. Et il y avait ce contraste qui était perturbant. Et du coup, ça a été compliqué aussi à comprendre qui j'étais. Bon. Euh, et après, bien plus tard, donc quand je dis bien plus tard, je pense que je parle de quand j'avais 16-17 ans. 16-17 ans, je me dis, bon, moi je voyais ma famille au Kosovo, et à la fois j'avais de la compassion, puis à la fois je rentrais en Suisse, et je redevenais suisse, parce que j'avais un parcours scolaire suisse, enfin bref. Puis parce que je pouvais pas être albanais ni kosovar, parce que c'était la honte, quoi. Enfin, moi j'en avais honte. Et puis, j'ai bien compris tellement plus tard que j'ai eu honte d'avoir eu honte. Enfin, je me suis dit, mais c'est tellement stupide. Il y a tellement aucun argument euh, comment dire, qui pourrait justifier ce rejet, ouais. ce déni d'être qui j'étais, ou de n'être pas finalement qui j'étais. Et puis, comme je disais, c'est bien plus tard. Et je pense que c'est vraiment grâce au soutien euh, des gens, en fait, en général, du Kosovo et d'Albanie. Mais c'est surtout, je pense, un épisode qui m'a fait comprendre un truc, ça a été une grosse claque dans ma gueule. C'est mon grand-père, quand je lui dis, donc pas le même qui m'a fait chanter, celui de mon père, de Kosovo, qui est un homme qui parle très peu, hein, qui parlait très peu. Et puis, je lui pose un jour la question, je lui dis, mais t'as quel âge? Quand est-ce que t'es né, quoi? Puis il me regarde et puis il me dit, je sais pas. Je dis, comment ça, tu sais pas? En fait, il est né pendant une période où c'était très compliqué d'enregistrer son enfant. Et puis du coup, il sait honnêtement pas, il sait plus ou moins l'année, mais bon. Et puis de voir quelqu'un qui connaissait pas sa date de naissance, mais qui vivait comme les autres, qui mangeait comme les autres, qui Sans que ce soit un problème. Oui. exactement. Ben, je me suis dit, mais en fait, ça peut être la même chose pour moi. Je suis pas obligé de savoir qui je suis aujourd'hui, parce que qui je suis aujourd'hui, c'est pas une nationalité, c'est pas un bout de papier, c'est pas un passeport. C'est tout ce qui fait le puzzle que je suis. C'est peut-être mon côté suisse quand je suis patient. C'est peut-être mon impatience albanaise. C'est peut-être tous ces mélanges-là en fait qui font qui je suis. Je pense que quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de chercher à comprendre ce que j'étais. Parce que quand j'étais en Suisse, on me disait t'es quoi toi avec ce prénom? T'es quoi? Tu viens d'où? T'es quoi? Parce que t'es pas Repon, t'es pas. Voilà, t'es quoi? Et puis albanais, bon, oula, albanais. Puis après, quand j'allais au Kosovo, on me disait mais t'es quoi? Enfin, dans le sens où quand si je disais que j'étais albanais, bah ça sonnait faux parce qu'en fait j'arrive, j'ai des vêtements complètement différents, j'ai enfin une stature différente parce qu'évidemment je viens d'un autre endroit, j'ai eu des conditions de vie complètement différentes, donc là aussi je me sentais pas chez moi en fait. Donc en fait je me sentais chez moi nulle part.
et complètement ça a influé dans ma musique. En fait, la chanson Répondez-moi, avec laquelle je voulais représenter la Suisse à l'Eurovision, en fait, ça parle de ça. Ça parle juste de mon questionnement que j'ai eu à cette époque-là, où je pose des questions et j'ai jamais eu de réponse. D'ailleurs, dans la chanson, je dis répondez-moi, répondez-moi, et il y a zéro réponse dans cette question, enfin dans cette chanson. Il y a que des questions. Et puis, et ce que j'ai aimé aussi faire avec ce travail, enfin avec cette chanson-là, c'est parler en fait. Je parle de la pluie, puis à la fois je parle de pourquoi on dort les deux dans le même lit. Sous-entendu, on peut pas avoir sa propre chambre. On sait pas la bombe sur qui elle va tomber. Puis donc il y a un peu ce mélange de je savais vraiment pas qui j'étais, mais je pense que j'ai compris qui j'étais quand j'ai compris que je saurais jamais qui je suis. Et puis que vous étiez un tout, voilà. Et puis que on est tous des puzzles, et puis on doit tous accepter nos parties de chaque morceau de chaque puzzle, parce que c'est un puzzle. Je prends vraiment l'image du puzzle parce que le puzzle on peut pas le tordre, on peut pas le faire rentrer dans une autre pièce. Ça rentre, c'est comme ça, et puis on est fait comme ça. Souvent aussi quand je décris, par exemple, je sais pas, les défauts de gens de ma famille, où je dis, je sais que mon père, ou je sais que cette personne-là de ma famille, jamais de la vie, elle acceptera ça. Puis on me dit, ouais, mais tu sais, on peut toujours changer. Je sais pas, en fait, je me pose la question, c'est vrai, on dit, on peut toujours changer. Je me pose la question honnêtement aujourd'hui. Aujourd'hui, on prône, par exemple, des valeurs sur l'ouverture, sur l'envie d'inclure tout le monde. C'est super. Imaginez, dans 50 ans, on nous dit à tous... voilà, dans 50 ans, imaginons, on dit absolument pas, il faut absolument pas du tout être dans l'inclusivité, vraiment n'accepter personne. Évidemment, on va dire, je suis pas sûr qu'on va tous changer et se dire, ah c'est vrai, on fait ça. Il faut bien comprendre que ces gens-là, ça a été, ça a été ça. C'est que pendant des années, on leur a dit, mais il faut pas accepter ces gens-là. Être homosexuel, c'est une maladie. Donc forcément, quand on arrive 50 ans, quand on parle aux anciennes générations, on peut pas leur demander de changer parce qu'on leur a appris quelque chose. C'est comme si on nous demandait à nous de changer, parce qu'on le voit dans certains pays, par exemple. Je suis désolé, je suis peiné, je suis dégoûté même de voir que on enlève. On rend illégal l'avortement, alors que je me dis, mais il y a tellement de gens qui se sont battus pour ça, mais pourquoi on revient en arrière? Parce que, et c'est triste, et je me dis, bon, est-ce qu'on peut demander à ces gens-là de changer? Je sais pas, en fait, à ces gens-là. Est-ce qu'on peut demander à nos gens, à nos anciennes générations de changer? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de faire mieux, ça c'est sûr. On peut faire que ça, essayer. Et puis, je sais même plus pourquoi je parlais de ça. C'est dingue. Alors on va passer à une autre question. Mais est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Magnifique. Est-ce que je regarde peut-être les gens du FIF? Je ne sais pas si on a encore le temps pour une autre question. Est-ce que... Oui, on a le temps. Ah. Pardon? Okay. 10 minutes. Alors, une question devant. Voilà, très bien. Ce sera peut-être la dernière. On va garder quelques minutes pour demander un petit peu à John ses projets. Voilà. Je voulais juste préciser que c'est pour une fan du Brésil qui est là depuis longtemps, qui m'a dit que je dois absolument dire des salutations de la part de Dali. Okay. Et puis, je laisse Liselotte poser la question, comme ça, moi, je filme. Merci, alors salutations. Oui, et c'est Dali habite Nova Friburgo. Oh, trop drôle. Ouais, du coup, ouais. là... Alors, je traduis de l'anglais. John, est-ce que tu peux parler... comment des films inspirent ta musique ou la partie visuelle de ton art? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que tu te souviens d'un film spécial que tu as vu et qui a fait partie d'une chanson ou d'une idée pour une vidéo de musique? Ah, ok. Pour tes chansons. Alors, bonne question, merci déjà. Toutes les questions sont bonnes finalement. Tellement bonnes que j'en ai oublié la première partie. Oui, la première c'était est-ce que comment des films inspirent ta musique ou la partie visuelle en fait, de ce que tu fais? Je pense que j'ai reçu tellement de promesses petits avec ces émissions quand j'ai participé à tout ça. Il faut quand même savoir que ça a été très loin, dans le sens où il y a eu l'Albanie, mais après on m'a demandé de faire Incroyable Talent en Suisse, ce que j'ai fait, et après en France, ce que j'ai fait. On m'a demandé de faire d'autres émissions en France. On m'a demandé de signer dans un label, dans une grosse maison de disques pour faire un album. Et j'avais 12 ans à ce moment-là. Et puis
donc, on m'a tellement promis de choses que j'ai beaucoup cru aux mots. Et puis à la fois, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. En fait, heureusement, quand je suis arrivé à mes 12-13 ans et que je me suis dit, c'est bon, là, stop, j'ai bien rigolé, je me suis amusé, mais là, j'arrête, maintenant je vais à l'école. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai perdu un peu le foi aux mots. Et puis je me suis attaché aux images. Et puis, c'est dingue parce qu'on sait très bien que le cinéma, c'est complètement des images construites. Bon, sauf quand c'est du documentaire... Enfin, je sais pas comment dire, mais même quand c'est du documentaire, en réalité, quand on filme, c'est très rare qu'on filme en continu. On coupe justement quand même des scènes. Et du coup, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que les images, en général, elles sont construites. Donc, comment croire des images qu'on connaît construites ? Soit parce qu'on est arrivé à un tel niveau de dépression quant à la croyance envers ce que les gens te disent, que tu te dis, voilà, autant croire des images fausses que d'entendre... ou alors simplement... définir la beauté dans ces images-là, s'en inspirer, et puis s'en inspirer, c'est simplement se laisser emporter par les émotions. Il y a un film peut-être qui va te toucher, puis tu vas garder ces images-là en tête toute ta vie. Moi, quand j'ai regardé Irréversible, le premier des films de Gaspard Noé, que j'ai vu de lui, en gros, quand j'ai vu Irréversible, j'ai rien compris à ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, et ces images-là, je les aurai toute ma vie. J'ai revu le film et je me dis, et je sais pas comment expliquer, c'est difficile à définir par des mots, mais c'est des images qui marquent. Puis je pense que c'est ces images fortes qui restent, qui font que on voit les choses différemment. Je me rappelle aussi quand j'ai vu Les Oiseaux d'Hitchcock, la première fois avec ma meilleure amie, on rigolait parce qu'on disait, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, j'avais vu Psycho avant. J'ai dit, mais c'est incroyablissime, cette histoire, ce type. Bon, bref. Et puis, j'essaie de pas spoiler. Mais, c'est ce type qui sort de nulle part. Enfin, bref, cet hôtel miteux, bizarre. Enfin, bref, ce scénario fou, quoi. Et puis, je vois les oiseaux. Et puis, je me dis, ça va quand même pas être ça, les oiseaux. Puis, je me rappelle encore, j'avais bien aimé, mais je me rappelle, ma meilleure amie avait détesté. On est sorti ce jour-là, après avoir vu ce film, parce qu'on l'a vu le matin. On sort après, c'était un dimanche, et puis on a vu des oiseaux à Bulle. Je ne mens pas, on regardait les oiseaux et on disait, bon, par contre, bon, ces pigeons là, ils font quand même un peu peur, viens, on se casse. Donc c'est un peu ça, je pense que les images, elles nous influent, même si c'est des images construites. Puis je pense que d'autant plus quand les mots résonnent pas de la même manière, quand ils ont un peu perdu de leur valeur, du coup, voilà, je pense que c'est ça qui a fait que ça m'inspire à ce moment-là. Puis après, effectivement, pour mes clips, déjà, bon, je rêverais de pouvoir, réaliser, non, mais de pouvoir au moins avoir quelqu'un avec qui vraiment je peux réaliser, dans le sens où je peux être conscient de ce que ça demande d'arriver à certains résultats. Parce que c'est vrai que des fois, je regarde des films, j'imagine certaines choses, je sais pas, quand je regarde Dunkerque de Christopher Nolan, ou je dis n'importe quoi, ouais. Je me dis, waouh, toute la post-production qu'il doit y avoir, toutes les explosions, à quel moment c'est vrai, à quel moment c'est faux. C'est effectivement des choses dans lesquelles j'aime ces films, j'aime voir justement, j'aime le cinéma. C'est vrai que des fois, je devrais plus me poser de questions pour vraiment comprendre, pour pouvoir reproduire. Pour répondez-moi, le côté noir-blanc, le côté presque vert, un peu sale, je pensais justement au cinéma de Tarkovsky, avec ma grand-mère qui flotte dans les airs dans ce clip, et que les gens que je connais, je voulais vraiment que ce soit que les gens de mon entourage. Il y a mon frère, ma mère, mon père, mes amis, mon prof de théâtre, qui j'ai embarqué d'autres dans cette histoire. Je voulais vraiment avoir que des gens de mon entourage, parce que justement je sens aussi que dans le cinéma de Tarkovsky c'est tellement bricolé, mais à la fois c'est divin, quoi. Je veux dire, c'est aussi des scènes où tout d'un coup là il n'y a rien en post-prod, alors qu'à cette époque là il y a des films comme je sais pas, Shining, ou bien simplement les films de Kubrick en général, où on se dit mais c'est pas possible. Moi, le moment dans l'Odyssée 2001 de l'Odyssée de l'espace, où il y a ces trous qui tournent comme ça, comme cette espèce de roue d'hamster, et puis que le type il continue à marcher, puis tout d'un coup il est toujours en bas, puis après il continue à monter, alors qu'il continue à marcher, on comprend rien. Je me dis mais on se pose des questions, tout ce bricolage, mais de qualité exceptionnelle, parce que quand je dis bricolage, ça veut dire construction. C'est ça qui me passionne, et c'est ça que par exemple j'ai voulu essayer de mettre en œuvre dans ce clip, mais évidemment on parle de moyens qui n'ont rien à voir.
Enfin, Kubrick, je pense que, bon, à mon avis, l'investissement derrière doit être présent. Pour tout l'univers, c'est un peu compliqué à expliquer, mais effectivement, j'ai choisi un réalisateur qui, en plus, qui travaille aussi avec des courts-métrages, qui avait fait un court-métrage avec Mathieu Kassovitz, un réalisateur français. Et puis, j'avais envie d'avoir un truc un peu interstellaire, où on comprenait un peu rien, où il y avait une décomposition d'images. Où il y avait une décomposition d'images, et puis au final les choses ont fait que ça n'a pas fonctionné, dans le sens où on a eu un problème avec la machine de production, on a perdu 70% des images, il a fallu trouver des alternatives. Donc c'est tout ça en fait. J'ai pas forcément eu de bol encore pour réaliser vraiment les clips que je voulais réaliser, mais j'espère un jour. Vous avez le temps. Ça viendra. J'espère. Voilà. Je crois qu'on arrive au terme de cet échange. Peut-être encore quelques mots de John sur vos projets pour mes projets, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est super. Je vais essayer de faire des concerts. Il y a un disque en préparation. Il y a un disque en préparation. Donc maintenant, je suis signé dans un label à Paris de musique. Et puis, l'idée maintenant, c'est que je fasse mon album. Ça prend du temps. Il faut aussi trouver les bonnes personnes pour faire un album. Comme je débarque à Paris, je rencontre énormément de personnes, du coup énormément de bonnes personnes, mais énormément aussi de mauvaises personnes. Et malheureusement, quand on fait des mauvaises rencontres, la plus grande pénalité, c'est le temps. C'est qu'on perd beaucoup de temps, et parfois par des contrats, par des choses stupides, le temps, en tout cas, les projets se ralentissent et prennent plus de temps à se faire. Et pourquoi ? Je pense que c'est aussi lié à cette espèce de jalousie et concurrence complètement stupide et déraisonnable. Du coup, c'est un peu ça. J'essaye juste de faire cet album. On a des chansons, ça fait 3 ans qu'elles existent, hein, mais ça prend énormément de temps justement à cause de ça, parce que de trouver quelqu'un pour enregistrer, on se dit c'est tout con, hein, parce qu'il y en a plein, mais de trouver le bon réalisateur de chansons, parce qu'on dit producteur, mais producteur c'est celui qui met l'argent, réalisateur c'est celui qui s'occupe du son, un réalisateur musical. Trouver le bon réalisateur musical, c'est très compliqué, parce qu'en fait ça prend du temps, il faut que ça matche, il faut qu'il comprenne ton univers, il faut qu'il comprenne non seulement ton univers, mais aussi qu'est-ce que tu veux être comme artiste ? Est-ce que tu veux être guidé ? Est-ce que tu veux toi guider ? C'est très compliqué. Il y a des artistes qui font tout eux-mêmes, qui sont exceptionnels, qui ont le mérite de tout faire eux-mêmes. Il y en a aussi qui collaborent, et pour les bonnes raisons, parce que c'est bien de collaborer. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs regards sur le même travail. Et c'est pour ça que aussi, moi je souhaite collaborer. Et c'est pour ça que je collabore. Par exemple, là, on a un titre... Je le dis avec fierté, je le dis tellement, il faut que j'arrête de le dire. On a un titre avec Zazie, et puis qu'on a écrit ensemble, et puis c'est que le début en fait, parce qu'il y a aussi d'autres surprises avec d'autres producteurs que j'ai hâte de faire découvrir aux gens, mais c'est vrai que ça prend du temps, et puis en plus j'ai pas choisi, je veux dire, les gens les plus disponibles, donc voilà, ça il faut aussi l'accepter, et puis voilà. Et puis je pense que j'ai cette fougue de la jeunesse où j'ai envie d'aller vite. Bon, aussi peut-être cette urgence que mon grand-père m'a refilée. Et c'est peut-être quelque chose que, en tout cas, les gens avec qui j'ai envie de collaborer n'ont pas, parce qu'ils ont peut-être plus envie de prendre le temps de vivre, le temps de profiter de leur vie, et ils ont bien raison. Mais du coup, ça a forcément un impact. Et puis ça, c'est pas tellement ce qui prend le plus de temps. Le plus de temps, c'est justement, comme je disais, les mauvais contrats, les fourberies. Enfin, ça, c'est un peu compliqué. Mais bon. C'est Paris, c'est compliqué. C'est aussi par la capitale, la concurrence qu'il y a, ça attire toujours beaucoup de... Comme je le disais, franchement, les gens sont très bien représentés par leur bâtiment. Voilà. Très bien. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. On aurait pu parler encore des heures. J'espère que... si vous avez des questions, je reste quand même un petit moment à côté, comme ça, n'hésitez pas. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que je dois présenter Hive, mais je pense que c'est un peu plus tard. Voilà, magnifique. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà. Merci encore d'être venu. Vielen Dank. Merci.